Hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'empreinte écologique du numérique, donc de nos ordinateurs, smartphones, télévision, cloud et j'en passe. Le thème est délicat. Pourquoi ? Parce qu'il est à la fois technique, invisible et présent partout dans notre quotidien. Quand j'ai fait le test pour connaître les émissions de CO2 liées à mon usage du numérique, le résultat a été que j'émets 278 kg de CO2 par an, soit 13% du quota d'émissions annuelles auquel j'ai droit selon les accords de Paris. Moi, qui me considère comme sobre dans ce domaine, je suis tombée de mon trône. Me voilà à terre à me demander, mais est-ce qu'une solution existe pour consommer le numérique de façon plus durable ? Comment faire ? Pour vous aider à vous orienter et retrouver un peu d'espoir et de pouvoir d'agir, je suis allée à la rencontre de deux acteurs inspirants de Suisse romande. Boris Siegenthaler, fondateur et directeur stratégique d'Infomaniac. Si on serait dans la permaculture, je serais très fier et dire oui, on est vraiment des écolos. Non, on est des gros pollueurs, mais on veut par contre être exemplaire. Ok, on est dans une activité qui pollue, mais il y a des solutions en fait pour réduire maintenant cette pollution drastiquement. Boris Siegenthaler est un infatigable pionnier qui réinvestit les bénéfices de l'entreprise pour créer des data centers plus durables. À Plan-les-Ouates, à Genève, Infomaniac a créé le premier data center sous terre qui récupère la chaleur pour alimenter 6000 foyers. Nous écouterons également Stéphane Lecornet, professeur associé en ingénierie des médias et qui est en train de créer un jeu de société autour du numérique responsable. On s'aperçoit qu'actuellement, avec l'explosion de l'intelligence artificielle générative, les centres de données deviennent encore plus problématiques qu'ils l'étaient il y a quelques années. Il nous fera des recommandations concrètes et simples pour diminuer notre empreinte numérique. Alors prêt ? C'est parti pour un voyage dans l'univers du numérique responsable. 2040, j'y vais. Avant de commencer cette émission, je vous avoue que je n'avais pas pris conscience de l'importance stratégique et écologique des data centers. Ces centres stockent l'ensemble des informations que vous avez dans vos ordinateurs, vos boîtes email et cloud. Et pour le faire, ils utilisent des milliers de serveurs qui sont dans d'immenses bâtiments sécurisés. Ces serveurs produisent une énorme chaleur et pour éviter la surchauffe, ils doivent être refroidis avec de la climatisation. Vous commencez à comprendre les quantités d'énergie consommées ? Mais les défis ne sont pas de nature à effrayer Boris Siegenthaler. Il a donc cherché un moyen de refroidir les data centers de façon plus écologique et de récupérer leur chaleur. C'est ce projet de data center plus responsable, inauguré il y a quelques mois à Plan-les-Ouates, que je vous invite à visiter en sa compagnie. Boris Siegenthaler, où est-ce qu'on est ici ? Alors ici, on est dans le local TGBT, donc c'est ici qu'il y a tous les départs et arrivées électriques du data center. Et on est à quelle profondeur sous terre ? On n'est pas très profond, on est dans un sous-sol. L'endroit le plus profond du data center, il fait 14 mètres de profondeur. Donc on est à Plan-les-Ouates, sous un écoquartier. Comment est-ce que vous avez trouvé cet endroit ? Grâce à la coopérative qui est dans cet écoquartier et qui est très engagée aussi, nous on cherchait un lieu en fait pour mettre notre data center, mais un lieu où il y avait un réseau de chauffage à distance qui était capable de récupérer notre chaleur. Et cette coopérative, eux, voulaient trouver le moyen de se chauffer, mais avec de l'énergie décarbonée. Et ils avaient le droit de construire en fait un parking de plus de 120 places. Et le fait qu'ils voulaient avoir que 40 places de parking, on a pu avoir la surface nécessaire pour être la chaudière de cet écoquartier, mais en fait de tout le quartier, puisqu'on peut chauffer 6000 logements avec ce data center. Ce que je vois, c'est un ensemble en fait de rangées dans lesquelles il y a des armoires. Et puis dans tous ces boîtiers, il y a les données de tous les usagers d'Infomaniac. Ça veut dire que toutes nos informations sont stockées ici. Alors oui, elles sont stockées sur plusieurs data centers parce qu'on va répliquer en fait ces données. Donc il faut imaginer que chaque fois que vous stockez quelque chose d'Infomaniac, c'est répliqué au moins 3 fois sur des sites différents pour que si on perdait un site pour une raison XY, que les données ne soient pas perdues. Donc cette bibliothèque géante de données numériques, Infomaniac a la particularité de garantir que du coup les données restent en Suisse.
Oui, on a été inquiet très vite en fait qu'on a vu que Google devenait une boîte très puissante. Google comme Amazon en fait sont des boîtes qui sont connues pour soit le moteur de recherche, soit leur shop en ligne. Mais en fait, c'est des boîtes qui ont un service en fait de cloud et qui proposent aux entreprises de mettre ces données sur leur infrastructure avec leur technologie. À terme, on va dépendre complètement des technologies américaines et au niveau de l'industrie, on va dépendre de l'industrie asiatique et dire mais en Europe, en fait, on va faire faillite si on délocalise le savoir-faire, on délocalise l'industrie, il va rester plus grand-chose en Europe. Donc pour les données, c'est aussi le même problème. Si vous avez toutes les données des citoyens suisses ou européens qui sont dans d'autres continents, eh ben ça devient même un problème qui est encore plus angoissant de se dire mais en fait on va être complètement dépendant et on ne pourra plus revenir en arrière. Donc là, on arrive dans la salle des serveurs. Ah ouais, on se croirait à l'aéroport ici. Ouais, effectivement, parce qu'il y a des milliers de ventilateurs dans ces serveurs qui font beaucoup de bruit. Donc c'est les ventilateurs qui sont dans les serveurs qui génèrent ce bruit. Et les ventilateurs, ça sert à quoi ? Évacuer ces calories qui sont dans les serveurs. En fait, les calories sortent, on va dire, principalement des processeurs et des GPU. Et donc c'est une toute petite surface, du coup il faut évacuer très rapidement ces calories qui se trouvent juste au-dessus du processeur. Parce que sinon il surchauffe et puis il s'arrête ? Exactement, c'est-à-dire si on a un problème de surchauffe, la performance de calcul serait lamentable. Donc ici on est dans une salle avec aussi des armoires, des tuyaux qui remontent. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ici c'est où on a nos pompes à chaleur. Il faut imaginer une pompe à chaleur, c'est comme un frigo où dans un frigo vous avez une pompe à chaleur où d'un côté vous avez du froid qui est produit à l'intérieur du frigo et à l'arrière du frigo la grille noire c'est le déchet de cette mini pompe à chaleur qui va, quand elle crée du froid, elle va générer du chaud. Et ici, c'est des pompes à chaleur conçues pour fabriquer du chaud, donc elles sont faites pour alimenter des chauffages à distance. Par contre, le déchet, plutôt que de l'enfouir sous la terre avec de la géothermie par exemple, on va utiliser le déchet pour maintenir une température de fonctionnement des serveurs à 28 degrés. On a visité ce data center. Est-ce que c'est un data center zéro carbone ? Alors non du tout, c'est un data center qui a émis beaucoup de CO2 lors de sa fabrication. Heureusement, on n'en construit pas tous les jours. Par exemple, dans ce data center, on a dû utiliser beaucoup de béton parce qu'il est en sous-sol et on a dû excaver aussi des camions de terre. Donc non, c'est pas notre data center au niveau de la construction qui a émis le moins de CO2. Infomaniac aussi, on compense nos émissions de CO2 à 200%. Donc tout ce projet, c'est pas que les serveurs, c'est pas que nos bureaux, c'est pas que le déplacement des employés au bureau. Il y a aussi le hardware et là aussi vous essayez de prolonger la durée de vie, si je ne me trompe pas, du hardware des data centers. Comment est-ce que vous faites ? Alors, c'est juste aujourd'hui, par exemple, on a 84% des serveurs qui étaient achetés en 2014 qui sont toujours en production. Ce qu'on fait pour y arriver, c'est qu'un serveur, après 6 ans d'utilisation, en fait, on va le déprovisionner et on va changer, par exemple, un processeur qui coûtait jusqu'à 20 000 francs en 2014. On va acheter d'occasion, 6 ans après, ces processeurs qui coûtaient à l'époque 20 000 francs et vont acheter d'occasion un peu moins de $1,000. On va remplacer les disques ou les SSD ou la mémoire pour mettre ce qu'il y a de plus puissant 6 ans après. Donc, en gros, on arrive à récupérer la carcasse, la carte mère de la machine, mais ça fait qu'on améliore notre impact parce que aussi l'alimentation électrique, on va prolonger la durée de vie. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à faire fonctionner aussi longtemps nos serveurs. Il y a un changement aujourd'hui, en fait, c'est qu'on arrive à multiplier en fait les processeurs. On engrave jusqu'à 256 sur une galette de silicium qui tient sur une petite surface qu'on met dans un serveur. Et en fait, on a maintenant une telle puissance depuis 2 ans sur les nouvelles machines qu'on va plus conserver si longtemps nos serveurs. Là, ça va changer un peu, mais vraiment pour le bon sens. Donc au fond, même sur des produits très ciblés comme les data centers, être écologique, ça veut dire tout le temps se remettre en question et tout le temps innover.
Ouais, alors moi, j'aime pas le mot écologique. Non, on est des gros pollueurs, mais on est des très bons élèves dans un domaine industriel où on pollue. Mais j'aime pas dire infomaniaque et écologie. Dire si on serait dans la permaculture, alors je serais très fier de dire oui, on est vraiment des écolos. Aujourd'hui, non, on est des très bons élèves et on veut, par contre, voilà, être exemplaire pour dire ok, on est dans une activité qui pollue, mais il y a des solutions en fait pour réduire maintenant cette pollution drastiquement. Et vous prenez le contre-pied aussi en termes de communication, parce qu'effectivement, même sur votre site internet, j'ai vu que, en gros, vous écrivez infomaniaque pollue, alors que vous faites beaucoup plus que les autres dans la branche et que la plupart qui font moins sur leur site déclament à quel point ils sont responsables et conscients écologiquement. Est-ce que ce choix de communication est quelque chose qui paye? Vous l'avez discuté avec vos chargés de communication? Eh ben non, ça c'est moi en fait. J'ai préféré en fait être honnête. Peut-être un jour on aura des serveurs qui fonctionneront à travers des cellules, des organismes vivants, et là on pourra dire infomaniaque est positif pour la planète. Aujourd'hui, non, on essaye juste de diminuer notre impact sur le climat. Et est-ce que vous avez des retours de vos clients? Est-ce qu'ils sont reconnaissants aussi de cette transparence? Oui, bah ils nous aiment encore plus du coup. C'est drôle. Bah ça typiquement le marketing va dire mais Boris, est-ce bien raisonnable? Mais c'est pas négociable. Qu'est-ce qui a créé chez vous cette prise de conscience écologique? Alors moi, j'ai été éduqué en fait par deux parents qui ont toujours été engagés en fait pour l'écologie, où à l'époque c'était des gens atypiques, et du coup j'ai eu cette éducation et j'ai eu aussi un déclic vraiment très important. J'ai plus cette personne en tête, mais qui a mis en évidence des nombres de particules de CO2 par mètre cube dans l'atmosphère, et en voyant ce graphique en fait depuis 10 000 ans qui explosait, en disant mais il y a une urgence et on va dans le mur, et il faut maintenant faire le maximum pour diminuer notre impact, peu importe le prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la philosophie d'Infomaniac, c'est de dire mais il n'y a pas de compromis, qu'on sait qu'il y a des solutions, des possibilités de faire mieux, et ben on va les utiliser et on va pas se poser la question du coup par exemple les panneaux solaires qui sont installés sur tous ces bâtiments, et ben c'est des panneaux solaires qui sont fabriqués meilleur prix qu'une entreprise suisse. L'usine elle est au-dessus de Bâle. Vous investissez dans des solutions locales avec des produits fabriqués en Suisse dont les coûts sont plus élevés. Vous investissez dans des nouvelles solutions, donc avec un coût de développement plus important. Comment est-ce que vous faites pour être à la fois rentable et puis aussi conséquent dans vos choix sociaux et écologiques? Pour être rentable, on a cette philosophie en fait d'automatiser un maximum. On mutualise aussi nos développements, c'est-à-dire qu'on arrive en fait à s'en sortir parce qu'on est des développeurs, donc on essaye d'automatiser un maximum. En fait, ce que fait de plus fou Infomaniac, c'est qu'on n'a pas des développeurs au Vietnam, en Inde ou en Ukraine. Tous nos développeurs, c'est plus de 300 personnes aujourd'hui à Infomaniac qui sont avec des salaires suisses, et on va dire c'est ce qu'on fait de plus fou. Le deuxième chose le plus fou, c'est l'écologie, mais ce qui coûte le plus cher à Infomaniac et aux clients, c'est le fait qu'en fait on soit en Suisse, une entreprise qui a été créée en Suisse, donc on ne doit pas délocaliser la main-d'œuvre. Ça ne se limite pas aux données. Chaque fois qu'on peut avoir des acteurs industriels qui sont en Suisse ou en Europe, on va les privilégier parce qu'on veut vraiment avoir maintenant des économies par continent et le plus local possible. Et en même temps, pour les usagers, les acheteurs des produits Infomaniac, vos prix restent vraiment intéressants. Comment vous faites pour payer plus que vos concurrents et rester quand même concurrentiel? Alors c'est vrai que bizarrement on est agressif au niveau prix, mais pourquoi? Parce que en fait le GAFAM vont pas établir des prix par rapport à ce que coûte le produit, ils vont établir des prix par rapport au pouvoir d'achat de chaque pays. Donc du coup ils ont des marges qui sont gigantesques, c'est pour ça que ces sociétés sont valorisées plusieurs dizaines de milliards, voire centaines de milliards, mais parce que en fait c'est des entreprises qui font un bénéfice gigantesque, et du coup nous on facture on va dire le juste prix sur nos produits, du coup ça fait que bizarrement on n'est pas plus cher que le GAFAM. Des optimistes lucides. En choisissant d'héberger vos données dans un cloud éthique, vous vous assurez non seulement de garder une souveraineté sur vos données, qui restent en Suisse, mais aussi de diminuer l'empreinte carbone de votre cloud. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de déléguer le travail aux entreprises qui hébergent nos données. Nous devons aussi faire notre part pour un numérique responsable. Pour savoir comment faire, je suis allée à la rencontre de Stéphane Lecornet, professeur associé à la HEIG VD.
Stéphane Lecornet, vous travaillez depuis de nombreuses années dans ce domaine du numérique et du numérique responsable. On a visité le centre Infomaniac à Plan-les-Ouates. Qu'est-ce que ça représente pour vous par rapport à l'évolution de ce secteur, ce centre ? Alors c'est intéressant de voir un acteur comme Infomaniac qui réfléchit vraiment à son impact environnemental. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ne cachent pas le fait qu'ils polluent. Sur leur site web, leur page environnementale, ça commence par on est conscient qu'on pollue et nos data centers polluent. Et justement, ils cherchent au niveau technique, donc de vraiment optimiser l'usage des refroidissements. Qu'est-ce que ça représente la pollution du numérique en Suisse ? Alors c'est très difficile d'avoir des chiffres pour la Suisse, donc je vais plutôt dire au niveau mondial. Donc les chiffres varient, mais ça va être entre 3 et 5% des émissions de gaz à effet de serre pour le numérique de manière générale. On se concentre beaucoup sur les émissions de gaz à effet de serre, mais après, il y a tout ce qui est lié à l'épuisement des ressources, etc. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres impacts environnementaux qu'on a souvent un peu plus du mal à évaluer. Après, ce qui est aussi difficile, c'est que ça évolue très rapidement. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'impact environnemental du numérique il y a 4-5 ans. Et à cette époque-là, l'IA était pas aussi importante que maintenant. Donc à l'époque, c'était vraiment les équipements utilisateurs qui étaient très très gourmands en ressources et en énergie. Les data centers évidemment, mais dans une moindre mesure. Et on s'aperçoit qu'actuellement, avec les nouveaux centres de données et l'explosion de l'intelligence artificielle générative, les centres de données deviennent encore plus problématique qu'il l'était il y a quelques années. Par exemple, si on regarde Google ou Microsoft qui s'étaient engagés à être neutres d'ici 2030, ils sont revenus en arrière sur leurs engagements, où ils se rendent compte qu'ils étaient sur une pente décroissante et ces dernières années, ils ont plutôt augmenté de 50% environ leurs émissions de gaz à effet de serre. En tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer notre bilan écologique quand on utilise nos appareils ? Alors là, il y aura 2 axes. Du coup, il va y avoir l'axe de réfléchir à son usage de ces équipements, au nombre d'équipements qu'on a à la maison, peut-être garder son smartphone 1 ou 2 années de plus, donc peut-être essayer de ne pas trop regarder les publicités marketing qui nous vendent des nouvelles fonctionnalités qui vont être intéressantes pour quelques semaines, quelques mois, et puis au final qu'on n'utilisera pas vraiment. Tout bêtement, peut-être protéger son téléphone, ça évite de le casser, ça va permettre de le garder plus longtemps. Remplacer la batterie aussi en fin de vie de son téléphone, quand on s'aperçoit que le téléphone dure un peu moins longtemps, ça va permettre souvent de garder son téléphone 1 ou 2 ans de plus sans problème d'utilisation. Et l'autre axe, ça va être peut-être au niveau de ses usages. Si on regarde des vidéos en ligne, essayer d'abaisser la résolution des vidéos, quelques configurations sur les réseaux sociaux pour stopper les vidéos qui se lancent automatiquement. Donc il y a aussi beaucoup de notre bande passante qui vient de ces nouveaux usages ou des vidéos par exemple en autoplay sur les réseaux sociaux qu'on va même pas regarder en fait, qu'on va défiler les unes après les autres. Donc ça va être le deuxième axe qui peut être intéressant en tant qu'utilisateur. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour supprimer, par exemple, le fait que les vidéos se lancent automatiquement sur les réseaux sociaux ? Alors là, malheureusement, c'est souvent caché au niveau des paramètres de chaque application, mais dans chaque application, souvent, il y a une option qui va être soit économie d'énergie, soit exactement de limiter la lecture automatique des vidéos. Donc, il faut un peu prendre le temps de regarder dans les paramètres des applications et puis d'activer ces modes plus sobres. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose qui dysfonctionne dans le fait que pour mettre le mode plus écologique, on doit trouver des informations dans les réglages qui sont pas forcément faciles à trouver pour les non-spécialistes et que par défaut, les réglages soient toujours les plus coûteux en termes écologiques ? Alors là, c'est en effet le plus intéressant serait d'avoir par défaut le mode le plus écologique ou le plus économe en données qui soit activé. Mais malheureusement, ces entreprises qui sont plutôt intéressées à maximiser le temps d'utilisation, l'engagement des gens, vont essayer de maximiser ces vidéos qui se lancent tout seuls, ce côté dynamique, etc. Donc, sont pas du tout encouragés à mettre ces options par défaut. Donc là, de nouveau, peut-être une pression politique ou des lois pourraient les encourager plus à avoir des services plus sobres. Et quand on prend conscience du fait que l'utilisation des matières premières, la fabrication de nos ordinateurs, smartphones, c'est l'essentiel, ou en tout cas 60% à peu près de notre pollution numérique, on se dit que la question du recyclage est centrale aussi. Or, si je ne me trompe pas, les chiffres du recyclage dans ce secteur sont extrêmement bas. Est-ce qu'on en fait assez en termes de recyclage du numérique ? Au-delà du recyclage, l'important, ça va justement être d'augmenter la durée de vie des équipements, parce que c'est très difficile de recycler ces équipements ultra technologiques. Donc, on a un gros problème de déchets électroniques actuellement et très peu de recyclage. Donc, par exemple, au niveau des métaux rares qui sont inclus dans les smartphones, des alliages de métaux,
ça va être très difficile d'extraire de nouveau ces ressources et de les réutiliser. Donc on a du recyclage qui peut se faire facilement sur l'aluminium ou ce genre de métaux, mais très peu sur vraiment les composants électroniques où les métaux sont agrégés les uns aux autres et les processus de recyclage sont très difficiles. Donc au niveau du recyclage, on est plutôt mauvais actuellement pour tout ce qui est déchets électroniques. Avec Infomaniac, on a vu aussi cette question de la souveraineté numérique, du fait que nos données restent sur le territoire suisse. Pourquoi est-ce que c'est important ? Ces données, ça nous appartient, donc c'est soit nos données privées, soit les données les habitants de la Suisse, si c'est au niveau de l'administration. Et on ne sait pas forcément ce que vont faire ces grands géants du numérique avec nos données. Ils vont les utiliser peut-être pour entraîner leur intelligence artificielle, aussi au niveau des entreprises. Donc si on a du code source ou des informations privées qui sont par exemple utilisées pour ChatGPT ou autre, on n'a pas forcément de garantie qu'elles vont pas être intégrées dans le modèle d'entraînement du chat. Donc on risque des fuites de données ou des informations privées ou confidentielles qui pourraient sortir comme ça à l'extérieur. Enfin, il y a un risque important de ce point de vue-là. Est-ce qu'au niveau de nos autorités politiques en Suisse, les données sont sauvegardées sur un serveur souverain ? Alors il y avait une polémique il y a quelques années parce que justement la Confédération a signé des gros contrats avec ces géants du numérique, Amazon, Microsoft et autres, pour sauvegarder les données de l'administration publique en Suisse. Et ces contrats sont assez flous. Donc il y a une demande de transparence pour avoir plus d'informations sur ces contrats et rendre ces contrats publics. Et je viens de voir typiquement aujourd'hui que Amazon fait opposition à l'ouverture de ces contrats et du coup ça va devoir aller jusqu'au tribunal administratif fédéral. Donc actuellement on ne sait pas vraiment où vont nos données. Est-ce que ce serait sur des serveurs en Suisse quand même mais qui appartiennent à Microsoft et Amazon? Est-ce qu'elles vont en Europe? Est-ce qu'elles vont plus loin? Pour l'instant c'est assez difficile de savoir. Merci beaucoup Stéphane Lecornet. Au revoir. Merci, au revoir. Dans l'univers du numérique, il est difficile d'imaginer 2040, tant les choses changent vite. Nous avons néanmoins fait l'exercice avec Boris Siegenthaler pour vous donner à imaginer, sentir et à entendre comment nous pourrions reprendre le pouvoir d'agir dans ce domaine d'ici à 2040. Boris Siegenthaler, on se retrouve en ce mois de juin 2040. On est à Bulle, à l'entrée de Bulle. Comment allez-vous ? Toujours inquiet pour le climat, mais Infomaniac va bien, va très bien. Et donc, on est ici à Bulle. Qu'est-ce que c'est comme endroit ? Anciennement, l'hangar appelait en fait de Gruyère Énergie. Aujourd'hui, c'est uniquement le data center qui chauffe tout le réseau de chauffage à distance de Bulle. Donc, ils se sont multipliés, si je comprends bien, ces centres qui récupèrent l'énergie. Ouais, c'est ça. Ici, à Bulle, on a un data center où on a arrêté de brasser de l'air. C'est-à-dire que là, on fait plus que du water cooling. On va chercher les calories directement sur les serveurs avec de l'eau. On a pu se passer des pompes à chaleur parce que les serveurs ont une température en fait de fonctionnement qui sont plus élevées et qui fait qu'on arrive directement à prendre les calories et sans avoir encore ces pompes à chaleur qui consomment de l'énergie. Donc voilà, la vie est belle à Bulle. Et puis, Infomaniac a toujours une politique de communiquer les innovations pour que d'autres puissent s'en inspirer. Comment évoluer cet écosystème des data centers et du numérique responsable ? Les data centers sont moins décriés qu'en 2025 parce que aujourd'hui les data centers servent à produire de la chaleur. L'énergie électrique est utilisée 2 fois. Donc c'est surtout la valeur d'exemplarité de ce qui a été fait qui nous a amené aujourd'hui à ce résultat. Ouais, et le modèle économique en fait, parce que l'énergie, le pétrole, le pellet coûte cher, le gaz coûte cher et du coup le projet était gagnant-gagnant. Et au niveau des acteurs politiques, est-ce que vous avez reçu du soutien au cours de ces dernières années ? À fond. Déjà en 2025, le département de l'énergie du canton de Genève en fait, avait soutenu sur le projet, avait trouvé génial le projet. L'argent était là pour des projets qui soient beaucoup plus vertueux. C'est comme si vous êtes un installateur de chaudière à gaz depuis 45 ans et que vous devez passer sur une autre technologie. C'est un effort au début à faire et ensuite c'est un nouveau modèle économique plus durable.
si depuis 2040, vous aviez un conseil à donner aux gens du passé, qu'est-ce que ça serait ce conseil ? Levez la tête, regardez le problème en face et résolvez-le. C'est passionnant et c'est hyper positif. Avec Boris Siegenthaler, nous avons vu qu'il est possible d'avoir un cloud développé par des informaticiens suisses qui fait partie des meilleurs du monde en termes de bilan carbone. Et avec Stéphane Lecornet, nous avons mis en lumière le fait que pour un usager individuel, les mesures les plus efficaces sont d'utiliser le plus longtemps possible nos appareils et de diminuer autant que possible notre utilisation de bandes passantes. Et si, comme Boris Siegenthaler, on regardait les faits en face et on se retroussait les manches pour mettre en place des solutions dès aujourd'hui. Comme le disait Margaret Mead, ne doutez jamais que 3 ou 4 individus puissent changer les choses. C'est toujours ainsi que cela a commencé. Alors allons-y, mettons en place des bonnes pratiques individuelles. Soutenons les entrepreneurs responsables et exigeant du monde politique que la solution écologique devienne le choix par défaut dans le monde du numérique. Pour aller plus loin, vous trouverez comme toujours des liens et des références sur le site www.hubdespossibles.org/podcast. Au revoir!